Les partis politiques appuient tous leur action en essayant de l'intégrer dans leur propre cadre idéologique, qu'il s'agisse du socialisme, du libéralisme, de l'écologie politique, du communisme, du nationalisme ou d'autres grandes idéologies. Ils s'appuient sur leur idéologie pour assurer la cohérence de leurs actes, pour mobiliser les militants et pour attirer les électeurs. Les idéologies jouent un rôle important dans les régimes démocratiques. Elles sont en compétition, elles suscitent des débats entre les partis et entre les élus. Si cette compétition caractérise le régime démocratique, où le pouvoir circule dans le temps et dans l'espace, les régimes autoritaires et surtout les régimes totalitaires appuient également leur action en l'intégrant au sein d'une idéologie officielle. Ils le font pour assurer la crédibilité de l'État, pour guider les cadres du parti dominant et les membres de l'administration qui organisent l'action de l'État, mais aussi et surtout pour justifier l'action des gouvernements successifs et plus globalement les prérogatives de l'État. En effet, si les régimes démocratiques évoluent au rythme de la compétition entre partis politiques et qu'à ce titre il est difficile de parler d'idéologie d'État, et si les régimes autoritaires évoluent également de cette manière, mais avec une plus grande concentration du pouvoir, il en va tout autrement dans les régimes totalitaires où une seule idéologie peut animer la vie politique et sociale d'une société pendant une très longue période, l'idéologie d'État du parti unique tout-puissant. On l'a vu, dans ce type de régime, l'idéologie du parti au pouvoir devient l'idéologie d'État au moment où le parti lui-même tend également à se confondre avec ce dernier. Enfin, il est utile de préciser que si les gouvernements font effectivement usage de l'idéologie dans le cadre étatique, celle-ci est également activement mobilisée sur la scène internationale. L'idéologie fait partie intégrante des phénomènes de relations internationales. Elle est notamment étudiée au travers du concept de soft power que le professeur Santander va nous aider à appréhender. Oui, en effet, on a tendance à distinguer, faire une distinction au sein même du pouvoir, en réalité de la puissance d'un acteur sur la scène internationale. On ne se réfère pas uniquement à l'État, ça peut être également un acteur comme l'Union européenne qui exercerait un certain type de puissance sur la scène internationale. Alors, le hard power, donc la puissance dure, renvoie à un pouvoir de coercition. Et ce pouvoir de coercition peut être décliné de différentes façons. Ça peut être forcer un acteur en le contraignant par la force, utilisant la force militaire, mais on peut également contraindre un acteur à adopter un positionnement ou à adopter certaines actions en adoptant des sanctions économiques. Donc ça, c'est le pouvoir dur, le hard power. En ce qui concerne le soft power, ce pouvoir dit doux, c'est une influence que l'acteur parvient à retirer du fait qu'il rayonne sur la scène internationale, du fait que son projet de société est un projet qui constitue une référence pour un grand nombre d'acteurs sur la scène internationale, du fait que les études universitaires de ce pays rayonnent et qu'il attire un grand nombre d'étudiants, du fait de la culture de ce pays. Et donc on peut ainsi évoquer toute une série d'attributs, souvent considérés comme étant des attributs immatériels de la puissance, qui permettent à cet acteur, je dirais, de dominer sur la scène internationale, mais de manière consentante. Merci.